demande est liée aux pèlerins sénégalais à la Mecque. Le président de la République a reçu cet après-midi une délégation du Kourel des 2 Rakas de Saint-Louis. Cette année, l'édition de la commémoration des 2 Rakas a comme parrain Feu Serigne Saliou Mbacké. Durant cette audience, il a été principalement question de l'organisation de cette cérémonie et de Saint-Louis. Le président du Kourel des 2 Rakas est au micro de Khalisek. Nous voudrions avant tout remercier le chef de l'État qui nous a reçus sur la demande de Maître Madické Niang, ministre d'État, aujourd'hui à l'occasion du Magal des 2 Rakas dont le parrain est Cheikh Salih Mbacké. Vous savez que Cheikh Salih était le marabout du président de la République. C'est pourquoi aujourd'hui on est venu à 2 titres. Nous l'avons rencontré en tant que chef de l'État, mais nous l'avons rencontré aussi comme une autorité avec qui nous partageons le mouridisme. Il a été effectivement dans l'entretien souvent question du Magal des 2 Rakas, mais le président, vous savez, son amour sur Saint-Louis a débordé et il a même parlé de l'université des métiers de Saint-Louis, chose qui nous a beaucoup enflammé et qui nous a permis véritablement de mesurer la profondeur de son amour pour Saint-Louis. Nous l'avons remercié pour le compagnonnage, n'est-ce pas, qu'il nous a accordé dans le cadre de l'organisation des 2 Rakas, un compagnonnage qui date de 1986, donc qui date d'avant son accession à la magistrature suprême. Nous remercions le ministre d'État Madické Niang pour sa proximité d'avec le Kourel. C'est lui qui représente le Kourel à Dakar. Et aujourd'hui, la rencontre avec le chef de l'État est une manifestation supplémentaire de l'attachement qu'il accorde au Kourel. Le président de la République, nous le remercions. L'OMVS et l'Agence française de développement signent une convention de partenariat d'un montant de 328 millions. Le montant permettra à l'OMVS de renforcer ses capacités en matière d'hydroélectricité et de gestion de la ressource, notamment Bachirba. En route vers la croissance, l'OMVS a fait un pari, celui du mieux-être des populations du bassin du fleuve Sénégal. La nouvelle stratégie de l'organisation sous-régionale vise une meilleure gestion des ressources en eau du fleuve. Une option soutenue par des partenaires comme l'Agence française de développement. L'AFD s'est encore illustrée en octroyant une subvention de 328 millions à l'OMVS. Ces dernières années, l'accent a été mis sur la gestion de la ressource en eau. C'est-à-dire cette ressource rare qu'est l'eau du bassin du fleuve Sénégal dont tout le monde a de plus en plus besoin, l'agriculture, les populations, les villes, etc. Il faut qu'elle soit gérée de la façon la plus optimisée possible. Et ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais en fait c'est un travail très, très concret. Et c'est ce que l'OMVS mène de très bonne façon en ayant créé, avec l'appui de l'expertise française notamment, un schéma directeur de gestion des eaux du bassin du fleuve Sénégal. Ce montant s'ajoute aux 5 milliards déjà injectés par l'AFD dans les projets de l'OMVS. L'organisation a pu ainsi intervenir dans la gestion de la ressource en eau et la santé des populations du bassin. Et pour mieux agir, il nous fallait ces outils-là, parce que toute notre planification est faite sur cette ressource-là qui est rare, insuffisante et aléatoire. Et c'est pour cette raison-là que j'ai dit que c'est un partenariat utile et innovant. L'OMVS va renforcer ses capacités en matière d'hydroélectricité et de gestion de la ressource, la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales, le développement de l'agriculture et la coordination des actions des organismes de bassins transfrontaliers sont les autres aspects ciblés par cette convention. 140 gendarmes en partance pour Haïti. Ce 7e contingent va participer à la reconstruction de ce pays frappé par des catastrophes naturelles. Ils ont reçu, ces gendarmes, le drapeau à la caserne Samba Diéry Diallo, Philippe Sagnan. C'est un engagement de plus, une ferme volonté de répondre toujours présent à l'appel des Nations Unies.
Ces hommes ont été suffisamment préparés pour relever ce nouveau défi en Haïti, leur prochaine terre d'accueil. Nous allons participer à la reconstruction d'Haïti. Et quand on parle de reconstruction, il y a vraiment tout un ensemble. Il y va des opérations de maintien de l'ordre, mais il va également de la formation de la police locale, il va également de la collaboration de l'action civilo-militaire que nous aurons à faire vis-à-vis des populations civiles haïtiennes. Et à ce titre, on a reçu toutes les formations requises pour faire face à ces genres de situations. Quelle que soit la situation à laquelle nous serons confrontés, on pourra y faire face parce que nous avons été entraînés et traînés pour ce genre de mission-là. Cette force de police constituée doit veiller en toutes circonstances à ce que ses actions soient respectueuses des droits de l'homme. Le général de brigade haut commandant en second de la gendarmerie l'a rappelé. Il leur a surtout exhorté d'éviter toute brutalité, toute action pouvant constituer un abus de pouvoir. Pour clôturer cette cérémonie plus que symbolique, les 140 hommes de ce 7e contingent en partance pour Haïti ont manifesté leur détermination à porter haut le flambeau. Nous allons à la découverte du commandement africain pour l'Afrique, Africom. C'est une organisation basée en Allemagne qui travaille avec les militaires africains. Professionnalisme, sécurité, stabilité sont les maîtres mots de cette coopération axée autour de la politique des 3D, diplomatie, développement, défense. Les forces africaines doivent être capables de résoudre elles-mêmes les problèmes de sécurité sur le continent. Envoyés spéciaux à Stuttgart en Allemagne, Amadou Gueye Diop et Aminata Angélique Manga. Va-t-on vers l'installation d'une base militaire américaine en Afrique? La question taraude de tous les esprits, mais la réponse du général Caterham est catégorique. Non, ce qu'on essaie de faire avec nos partenaires africains, c'est de les aider à améliorer les capacités de leurs militaires, d'assurer que ces militaires sont subordonnés aux autorités civiles, qu'ils protègent les droits humains et qu'ils sont professionnels. À Stuttgart, en Allemagne, cette base de plus de 600 hectares représente le commandement des États-Unis pour l'Afrique, Africom. Une décision du gouvernement américain en octobre 2008. Sa vision est très claire, établir un partenariat durable pour la paix et la stabilité sur le continent. Un continent souvent isolé et en proie à l'une des menaces les plus explosives de ce siècle, le terrorisme et Al-Qaïda. Nous considérons la menace de Al-Qaïda dans le Maghreb islamique une menace non seulement aux pays africains, à notre pays, mais au monde entier. Plusieurs conflits occidentaux semblent se transposer en Afrique. Hélas, les États n'ont ni les moyens, ni les compétences, encore moins les technologies requises pour faire face. Notre rôle, d'ailleurs, est seulement d'appuyer, de former, entraîner, non seulement de mener des opérations. Pas d'intervention américaine donc sur le terrain, mais pour défendre ses intérêts, l'Amérique garde bien un œil sur le théâtre des opérations, comme en Côte d'Ivoire et en Libye. Au début des opérations en Libye, l'Africom, notre commandement et moi-même, nous étions en commande de ces opérations. Beaucoup de défis sécuritaires attendent l'Afrique. Certains pays du Nord et de l'Ouest ont demandé l'aide des États-Unis. Avec le Sénégal, il existe une grande coopération navale, mais faute de budget, Africom s'oriente de plus en plus vers des exercices régionaux plutôt que bilatéraux. La priorité demeure la région Est, sur la corne de l'Afrique notamment, avec la piraterie, les trafics humains, les trafics d'armes et de drogue. Peut-être qu'une base sur le continent faciliterait mieux les opérations, mais le commandement insiste. Nous n'avons pas besoin d'une base militaire en Afrique pour être efficace dans nos opérations. Vrai ou faux, l'avenir nous édifiera.
Merci Aminata. Angélique Manga. Dominique Strauss-Kahn a rencontré ses anciens collègues du FMI hier. Très applaudi par près de 700 personnes, DSK a présenté ses excuses au FMI. Il s'apprête à rentrer en France où une polémique est née après les propos de Michel Rocard contre DSK. À quelques semaines des primaires socialistes, c'est un retour diversement apprécié. Au revoir au FMI et peut-être bientôt bonjour Solferino. Un retour prochain en France en pleine primaire socialiste. Mais DSK n'a même pas encore foulé le sol français qu'une nouvelle polémique surgit. Cette fois lancée par l'ancien Premier ministre Michel Rocard sur un plateau de télévision en présence de François Hollande. Cet homme avait visiblement une maladie mentale qui était une difficulté de maîtriser ses pulsions. Il est hors du coup, c'est dommage. Il avait un vrai talent, c'est vrai. Les ténors du parti se retrouvent contraints de réagir à la nouvelle petite phrase. De quoi les agacer, car c'est leur campagne des primaires qui est polluée. Je me suis gardé depuis le début de cette affaire de tous les commentaires de ce genre. J'ai lu ça, effectivement, mais je ne savais pas que Michel Rocard était un expert médical international reconnu. Même si les charges sont abandonnées, Dominique Strauss-Kahn est toujours politiquement radioactif. Ses amis ont tous rejoint des candidats à la primaire et n'attendent pas spécialement de lui qu'il s'en mêle. La question ne se pose même pas. Enfin, je veux dire, Dominique Strauss-Kahn, de son fait, de par son comportement, s'est exclu du jeu. Peu ou prou, les socialistes sont engagés dans une nouvelle histoire. Moi, je le regrette, mais c'est comme ça. À l'heure actuelle, personne ne sait, pas même ses amis, si DSK a l'intention de s'impliquer dans la campagne des primaires ou même dans la présidentielle. En Libye, les insurgés sont toujours sur les traces de Muammar Kadhafi, des rebelles qui s'apprêtent à lancer l'assaut final sur Sirte, dernier bastion des Kadhafistes. Des négociations sont en cours avec les chefs de tribus pour éviter un bain de sang, mais intéressons-nous aux leaders de la rébellion. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Voici quelques éléments de réponse. En février dernier, c'est dans ce tribunal de Benghazi, devenu l'embryon de la nouvelle administration rebelle, que le monde découvre peu à peu les visages de ceux qui seront les maîtres de la Libye d'aujourd'hui. Quelques jours plus tard, une délégation du tout neuf Conseil national de transition est reçue à l'Elysée et surprise. Je peux dire que la France a reconnu le Conseil national de transition comme étant le représentant légitime du peuple libyen. La France est le premier pays à reconnaître les instances rebelles. Et très tôt, Nicolas Sarkozy reçoit son numéro 1, Mustapha Abdel-Jalil, le président du CNT. L'adversaire victorieux de Kadhafi, c'est lui. Ce n'est pourtant pas vraiment l'homme d'une nouvelle génération. Ancien juge et ancien ministre de la Justice de Kadhafi, c'est lui qui avait fait condamner les infirmières bulgares. Son premier ministre est Mahmoud Djibril. Cet économiste est aussi un ancien du régime de Kadhafi. Il est à la tête d'un gouvernement où il a nommé un autre économiste, Ali Tarouni, ministre des Finances et du très stratégique portefeuille du pétrole. Ces hommes, souvent formés dans des universités occidentales, ont les compétences techniques pour gouverner. Mais il va falloir composer avec les tribus, dont le poids est important dans la société libyenne. La nouvelle hiérarchie militaire est tout aussi complexe. Le chef d'état-major des rebelles s'appelle Khalifa Haftar. C'est un ancien contact de la CIA américaine. Mais lui est à Benghazi, à l'est. Or, les militaires qui ont gagné la grande bataille de Tripoli viennent de l'ouest. À leur tête, Abdelhakim Belhadj, désormais gouverneur militaire de la capitale. Il n'existe pas de photo de lui, c'est un combattant islamiste formé en Afghanistan. De quoi alimenter les peurs occidentales. Cependant, les spécialistes de la Libye s'accordent à dire que s'il a bien eu des contacts avec Ben Laden, il a toujours été en désaccord avec Al-Qaïda sur sa stratégie terroriste. La 8e réunion du comité de pilotage du PNDL, l'exécution diligente du Fonds de développement local au profit des collectivités locales a été recommandée, de même que l'élaboration d'une requête de financement pour une deuxième phase du projet de développement local participatif et du projet piste communautaire, le compte-rendu d'Ibrahim Sadi. Avec plus de 2000 micro-projets réceptionnés au profit des communautés de base, la mise en œuvre du PNDL est marquée par l'introduction d'innovations dans le champ de la décentralisation pour une meilleure gouvernance locale. À ce stade de l'exécution, la Banque mondiale marque sa satisfaction. Le succès est encore plus remarquable lorsqu'il s'agit du PNDL, d'avoir su garder une constance dans ses réalisations, d'avoir
eu une vision qui est très partagée. Je pense que c'est un exemple de partage de PNDL depuis sa conception. Et tout cela a été une très bonne expérience, en tout cas pour la Banque mondiale, et nous nous en félicitons et nous félicitons le gouvernement du Sénégal et l'ensemble des acteurs. Cet avis est partagé par le sous-comité des bailleurs de fonds en décentralisation, non sans avertir sur la diligence à apporter dans la finalisation des réformes. Durant les prochains mois, une attention particulière devra être portée à